Bonjour Jacques Lecacheux, vous êtes économiste, professeur à l'Université de Pau et à Sciences Po, chercheur à l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, et vous êtes spécialiste des questions économiques européennes. Bonjour. Alors, je voulais vous demander si en 2016, l'Union européenne est enfin sortie de ce qu'on a appelé la crise de l'euro. Alors, presque, on pourrait dire. C'est-à-dire que quand même, comme le dit le président de la République, ça va mieux. La croissance économique est plus soutenue en Europe depuis 2 ans. Les tensions sur les marchés financiers, sur les marchés des dettes publiques sont, on va dire, pour l'instant en tout cas, derrière nous. Et la situation s'est quand même améliorée, mais la situation économique de la zone euro reste fragile, la croissance reste inférieure à ce qu'elle est ailleurs dans les pays développés. Et ce terme de crise de l'euro vous paraît pertinent ? Oui, le terme est pertinent dans la mesure où il y a eu, à partir de 2008, ce qu'on a appelé la crise financière internationale, la crise des subprimes. Il y a eu un peu partout dans le monde une récession très profonde en 2009 qui a touché la zone euro comme le reste du monde. Mais ce qui caractérise finalement cette crise de la zone euro, c'est qu'à partir de 2010, la zone euro et elle seule a connu une rechute liée à ce qu'on a appelé la crise des dettes souveraines. Et cette rechute a fait replonger l'économie européenne dans une récession en 2012-2013. Qu'est-ce que c'est que ça, les dettes souveraines, Jacques Lecacheux ? Alors, la crise de la dette souveraine, c'est en fait la crise qui s'est ouverte au printemps 2010 avec la crise de la dette grecque et qui ensuite, par contagion en quelque sorte, a touché un certain nombre de marchés de dette publique des pays de la zone euro, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne essentiellement, et qui est une espèce de crise de défiance sur les dettes publiques des pays membres de la zone euro, un doute des investisseurs sur la capacité de ces pays à assurer le service de leurs dettes publiques de façon pérenne. C'est-à-dire de rembourser l'argent qu'ils ont emprunté sur les marchés. Exactement. C'est-à-dire l'idée, c'était au fond un doute sur la solvabilité de ces pays qui étaient particulièrement endettés ou qui avaient des perspectives d'augmentation de leur dette publique particulièrement fortes et qui, étant membres de la zone euro, ne peuvent plus recourir aux bons vieux expédients auxquels recouraient les pays jusqu'alors, c'est-à-dire essentiellement la création monétaire, l'inflation, etc. Mais on a dit aussi à cette époque que les dettes souveraines avaient été considérablement augmentées parce que les États européens en particulier, de la zone euro encore plus en particulier, avaient été amenés à sauver leurs banques, à recapitaliser leurs banques très touchées par la crise et que du coup on aurait fait supporter aux contribuables le poids des erreurs, faut-il dire, des banquiers ou des financiers, mais que ça serait ça en tous les cas. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Jacques Lecacheux ? Alors, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, c'est une partie de la vérité, c'est-à-dire si vous regardez le cas de l'Irlande, par exemple, est particulièrement frappant de ce point de vue-là. La dette publique irlandaise, avant la crise de 2008, était extrêmement faible, c'était une des plus faibles d'Europe, et le gouvernement irlandais, en 2010, a été obligé de sauver les banques irlandaises qui étaient au bord de la faillite et a dû injecter plus de 50 milliards d'euros dans le système bancaire. Donc c'est vrai que c'est un peu le même cas d'ailleurs qu'on retrouve à une échelle moindre pour l'Espagne, etc. Donc il est vrai que la dette publique qu'on observe en 2010 est en partie le fruit de ces interventions publiques pour sauver les banques privées et donc pour faire face à des erreurs du secteur privé. Mais en même temps, ce n'est pas non plus l'unique cause, parce qu'avant 2008, certains pays, et notamment la Grèce, avaient déjà des niveaux de dette publique relativement élevés. Et alors, quand vous disiez tout à fait au début de cet entretien que, bon, on était quand même sorti de la crise de la zone euro, même si ce n'était pas un oui franc et massif. Pas tout à fait, oui. Bon, alors, à votre avis, est-ce que ces recapitalisations, ils sont pour quelque chose dans le fait que
en 2016, on n'en est pas vraiment sorti, ou est-ce qu'au contraire, sauver le secteur bancaire, ça a quand même finalement permis de limiter des dégâts qui auraient été bien pires encore? Je crois qu'on était obligé de sauver les secteurs bancaires. Les États-Unis, le gouvernement américain a fait peu ou prou la même chose. Le gouvernement britannique, qui n'est pas dans la zone euro, a aussi injecté beaucoup d'argent public dans le secteur bancaire et financier. Nous vivons dans des économies dans lesquelles les banques jouent un rôle tellement crucial que les États ne peuvent pas vraiment se permettre de laisser tomber les secteurs bancaires lorsqu'il y a des crises qu'on appelle des crises systémiques. De ce point de vue-là, aujourd'hui, on a fait quand même un progrès significatif dans la zone euro en créant ce qu'on appelle l'union bancaire, c'est-à-dire que depuis maintenant 1 an et demi, la Banque centrale européenne est chargée de superviser les plus grandes banques européennes. On est en train de mettre en place un mécanisme qu'on appelle un mécanisme de résolution unique des crises bancaires, et donc en cas de faillite de grandes banques dans la zone euro dans les années à venir, on a maintenant des procédures communes pour y faire face. Et donc il devrait y avoir à terme une certaine déconnexion entre les erreurs éventuelles des grandes banques et leurs conséquences en termes de dette publique. Mais pour l'instant, en tout cas pas avant 2020, parce qu'il faut que tout ça se mette en place progressivement. Et donc, en tous les cas, vous ne diriez pas que s'il n'y avait pas eu la zone euro, les choses auraient été beaucoup moins pires? Alors, je crois je crois quand même qu'on peut dire ça pour un certain nombre de pays parce que, si vous voulez, les marges de manœuvre des pays qui n'étaient pas dans la zone euro étaient quand même beaucoup plus grandes que celles qui étaient contraintes que celles des pays qui étaient contraints par leur appartenance à la zone euro, à la fois en raison des règles sur les déficits et les dettes publiques dans la zone euro, et puis en raison simplement de l'appartenance à une zone monétaire avec une banque centrale indépendante, une monnaie unique. Si on regarde dans le cas du Royaume-Uni, par exemple, le Royaume-Uni a eu, on pourrait dire, plus de marge de manœuvre. Le Royaume-Uni a pu déprécier sa monnaie, ce qui a quand même facilité la sortie de crise, alors qu'un pays comme la Grèce, par exemple, n'a pas eu ce choix. L'eût-il eu que peut-être la situation aurait été pire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aurait eu davantage de marge possible, en tout cas. Et ce que vous dites du Royaume-Uni, peut-on également le dire pour la Hongrie ou la Pologne, oui, dont manifestement le taux de croissance ces 3 ou 4 dernières années est plus élevé que le taux de croissance moyen de la zone euro? Oui, je crois que ces pays bénéficient justement du fait de leur non-appartenance à la zone euro, bénéficient davantage de souplesse, et notamment, je vous dis, en termes de gestion de leur monnaie et de la parité monétaire, qui fait que on peut dire qu'ils ont eu un peu plus de facilité, disons, à sortir de la crise. Ceci étant, si on revient sur le Royaume-Uni, quand on regarde les performances du Royaume-Uni, même si en 2015 elles ont pu apparaître relativement meilleures que la moyenne, si vous regardez depuis 2008, c'est-à-dire depuis le début de la crise, c'est pas franchement mieux. C'est-à-dire que ça a quand même été aussi une crise assez sévère là-bas. Non, parce que vous voyez bien évidemment que votre sentiment, votre diagnostic est très important, parce qu'il y a quand même un grand débat pour savoir si la zone euro est mal gérée, mais auquel cas on considère que la zone euro c'est quand même quelque chose de bien, mais on peut changer la politique publique à l'intérieur de celle-ci, ou au contraire s'il faut considérer que la zone euro est plus une partie du problème que de la solution. Et dans cette hypothèse, si finalement c'est plutôt vers cette seconde hypothèse que vous penchez, ça peut avoir des conséquences importantes en termes de politique publique, y compris jusqu'à se demander s'il ne faut pas finalement supprimer l'euro et revenir aux monnaies nationales. Alors, certains économistes, effectivement, considèrent que la création de l'euro a été une erreur et que donc il convient d'en tirer toutes les conséquences et de revenir à la situation d'avant 99, c'est-à-dire des monnaies nationales. Pour ma part, je pense que la zone euro est amendable et perfectible, et que donc c'est toujours, vous savez, la métaphore de quand on est au milieu du gué, est-ce qu'il vaut mieux revenir en arrière ou est-ce qu'il vaut mieux poursuivre pour franchir complètement ce gué? Personnellement, j'ai plutôt le sentiment qu'il serait souhaitable de poursuivre et de compléter, au fond, l'architecture
institutionnelle de la zone euro. Ça fait longtemps que de nombreux économistes dont je suis, mais aussi des responsables politiques, parlent de gouvernement économique de la zone euro, parlent de ce qu'on appelle une capacité budgétaire pour la zone euro, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, on a créé une banque centrale, on a créé des règles de politique budgétaire pour les États membres, mais on n'a pas d'institutions permettant de coordonner efficacement les politiques nationales et notamment les politiques budgétaires et fiscales. L'Allemagne ne joue pas de facto ce rôle de coordinateur. L'Allemagne ne le joue pas parce qu'au fond, dans le système actuel, chaque pays a vraiment intérêt à jouer les cavaliers seuls, et notamment l'Allemagne. L'Allemagne a eu la chance finalement d'avoir fait, avant la crise de 2007-2008, un certain nombre de réformes nationales, d'ajustements, etc., pour retrouver de la compétitivité qu'elle avait perdue dans les années 90. Et donc, elle s'est trouvée, au moment de la crise de 2007-2008, dans une position beaucoup plus favorable que tous les autres pays membres de la zone euro. Et finalement, elle a plutôt choisi d'exploiter cet avantage individuel plutôt que de jouer collectif. Bon. Merci beaucoup, Jacques Lecacheux. Merci.